Roland Mouchal-Bézaut, je suis préfet et depuis 4 ans directeur du programme national Action Cœur de Ville à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Vous allez nous porter un regard qui va être un regard de préfet en fait sur les villes médianes. Mais un préfet peut-être un peu atypique, si je peux me permettre, puisque j'ai une carrière où pendant près de plusieurs décennies, j'étais dans les postes territoriaux en France métropolitaine, en Outre-mer. J'ai fait aussi une mobilité à l'étranger, en Australie en particulier. Et par ailleurs, avant de prendre ce poste, à la demande du ministre de la Cohésion des Territoires de l'époque, j'ai été pendant 7 ans directeur général des services de l'Association des maires de France. Et donc, ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis, je dirais, un préfet au service des élus et des collectivités locales. Votre définition de la ville médiane, qu'est-ce que c'est? Une ville à taille humaine, qui présente tous les services, toutes les aménités, tous les avantages que peuvent procurer une ville, mais dont on peut bénéficier. Vous savez, parfois on habite dans une très grande ville, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup d'atouts, mais c'est parfois pas toujours facile de bénéficier de toutes les services qu'elle peut offrir. Mais dans une ville à taille humaine, c'est une ville où on peut à la fois travailler, on peut vivre, on peut se détendre, on peut se faire soigner, on peut si possible étudier, et tout ça dans un rayon raisonnable. Donc voilà, c'est une ville dans laquelle on a envie de vivre finalement. C'est quoi une ville à taille humaine? C'est d'abord une ville où on se sent bien, où on se sent proche. On peut être citoyen du monde, mais aussi se sentir appartenir à un territoire, à un patrimoine, à un paysage, à une ambiance qui reste. Et puis c'est là où on peut, plus facilement qu'ailleurs, je dirais, trouver des choses à proximité. Donc ça peut être une petite ville, ça peut être une ville dite moyenne, ça peut être une plus grande ville, mais c'est là où le cadre de vie reste humain. Il y a un peu d'humanité dans ces villes-là. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est l'humanité peut-être? Elles ont en commun leur très grande diversité. Il n'y a pas une ville, il n'y a pas un modèle de ville à taille humaine. Parce que regardons les villes de programme, entre Colmar, entre Saint-Malo, entre Châteauroux, entre Maubeuge, entre Digne. Ce sont toutes des villes à taille humaine, toutes des villes qui sont de plus en plus attractives. Mais elles ont un patrimoine, une histoire, un positionnement qui est très différent. Et souvent d'ailleurs, ce qui est très remarquable, c'est qu'elles cherchent, au-delà de leur identité historique, à construire une identité moderne. Prenons Nevers, avec par exemple le salon de l'innovation, mais on a aussi d'autres villes qui essaient de prospérer et de construire une identité nouvelle. Et donc je pense que c'est un point commun, c'est une très forte identité. Alors justement, l'identité, qu'est-ce qui fait l'identité d'une ville? Les grands professeurs de sciences politiques parlaient de climat. C'est un climat, non pas au sens uniquement géographique et de météo, même si bien sûr ça existe entre bien sûr les villes du Nord, les villes du Sud, mais c'est une atmosphère. Et je crois que cette atmosphère, c'est ça qui contribue, je dirais, à ce sentiment où on se sent bien, d'appartenance, où on se sent de quelque part. Les gens sont très déracinés aujourd'hui. Et donc je pense que ce sentiment d'appartenir à une communauté de destin que forme la ville ou l'agglomération, mais c'est un tout. Et notamment quand vous parlez du patrimoine, mais vous parlez aussi, ça peut être aussi le sport, ça peut être de la création culturelle, ça peut être des savoir-faire ancestraux et qu'on souhaite, ça peut être des entreprises, on a beaucoup dans nos villes moyennes d'entreprises à taille mondiale, parce qu'il y a beaucoup, c'est peut-être un des points communs d'ailleurs, il y a un esprit entrepreneurial qui est sous-estimé depuis Paris. Il y a énormément d'initiatives dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans le domaine sportif. Regardez par exemple dans les villes du Sud-Ouest, lorsqu'il y a un derby de rugby, l'identité, il n'y a vraiment pas besoin de chercher très loin où elle se trouve. En fin de compte, c'est de l'affect, de l'affectio societatis. J'oubliais peut-être un élément aussi important, qui n'est pas anecdotique, même si c'est bien sûr, il y a d'autres choses. Il y a aussi les traditions culinaires, la qualité des produits, le fait que la ville, ce n'est pas une sorte de forteresse, de château fort, qui serait derrière des remparts. Ça existait au temps du Moyen-Âge, et puis qui n'aurait aucune relation autour. La ville à taille humaine, la ville médiane, la ville moyenne, elle irrigue l'ensemble de son territoire.
de bourgs, de petites villes, et des espaces agricoles et des villages. Et c'est tout ça qui forme, je dirais, une communauté de destin. La fierté, elle est liée à l'identité. Mettons l'inverse. On vivrait dans une famille qu'on n'aime pas. On ferait un travail qu'on n'aime pas. Et on vivrait dans une ville qu'on n'aime pas du tout. Je ne pense pas que ce serait extrêmement épanouissant. Donc effectivement, je crois que c'est l'inverse. Qu'est-ce qui incarne la ville? À titre personnel, moi je dirais que la ville, c'est un paysage et une lumière. Un paysage, vous savez, moi je suis né dans le Nord-Cotentin, dans la Manche. Là, je vais souvent près de Coutances. Et quand je vois la ville de Coutances de très loin, avec sa cathédrale qui va vers le ciel, que décrivait Victor Hugo dans son chemin pour l'exil vers Guernesey, eh bien c'est ce paysage qui fait, et c'est pour ça que nos concitoyens sont très attachés à cette notion de paysage, c'est que ça forme un tout. Et pourquoi aujourd'hui il y a une certaine désespérance, il y a beaucoup de raisons, mais notamment la France moche des entrées de ville, des entrées d'agglomération, où on a saccagé, je dirais, ce qui faisait le fait que la France est un pays d'équilibre, avec des paysages extrêmement variés, mais qui sont très harmonieux. Et donc, je dirais que en premier temps, c'est les paysages et peut-être la lumière. Parce que, alors, que vous soyez au bord de mer, que vous soyez à la montagne, que vous soyez au centre de la France, il y a partout une lumière particulière. Est-ce que le maire incarne aussi la ville? Ah ben, le maire y contribue. D'abord parce que c'est lui qui, avec son équipe municipale, je dirais, gère les affaires de la commune. À la fois, il gère le quotidien, mais il prépare l'avenir. C'est cette double fonction, cette double temporalité qui est extrêmement intéressante. Gérer le quotidien, c'est qu'on peut projeter sa ville dans 30 ans, mais si les poubelles ne sont pas ramassées, si les écoles ne sont pas ouvertes, ou si l'espace public n'est pas nettoyé et organisé, les citoyens sont légitimement en colère. Et puis en même temps, il faut préparer l'avenir, c'est-à-dire reconstruire la ville sur la ville. Quel est le développement de la ville? Non pas d'un développement qui dirait « personne ne doit plus venir », comme on observe parfois dans certaines villes, mais ce n'est pas le cas dans les villes médianes. Au contraire, il y a envie d'accueillir de nouvelles populations, de se développer, d'avoir aussi un développement économique plus durable. Et donc oui, c'est le maire et son équipe qui incarnent à la fois la solution des problèmes du quotidien et la préparation de la stratégie d'avenir. Et je pense que pour les concitoyens, voir que sa ville va dans le bon sens, que son territoire est de plus en plus dynamique, respecté, connu, est un sentiment de fierté et d'appartenance. Ça va l'être de plus en plus. Nous avons besoin d'une ville-monde, c'est Paris. Et donc tout ce qui fait que Paris rayonne dans le monde rejaillira sur la France. Prenons l'exemple des Jeux Olympiques qui vont être aussi, qui vont innerver dans tous les coins du territoire, et on va nous y contribuer avec les villes moyennes. On a besoin de grandes métropoles qui exercent des fonctions supérieures et qui aient la taille européenne. Donc on en a 8 ou 10 qui sont vraiment des métropoles qui comptent en Europe. Et puis on a besoin de ces petites et moyennes villes dans lesquelles des sondages avec des taux de réponse soviétiques, si j'ose dire, parce qu'on est toujours dans les 80-85%, comme on le disait tout à l'heure, parce qu'on a envie de vivre dans ces villes où ce sera plus agréable, où aussi le prix du logement est plus abordable, c'est aussi un des points très importants, et qui, ces villes en tout cas, vont être celles qui vont porter la croissance en France. Alors ça vous paraît peut-être un peu anachronique ce que je dis, mais je prends deux témoignages. Prenez par exemple le rapport de l'Institut Montaigne sur le développement des villes moyennes en France. Ils disent que le développement va beaucoup reposer sur les villes moyennes, souvent des villes industrielles, qui vont peut-être le redevenir, mais en tout cas des villes industrieuses et entreprenantes, et qu'elles présentent aussi un peu plus de flexibilité, d'inventivité, etc. Donc une part de notre croissance durable en profondeur dans nos territoires va reposer sur ces villes intermédiaires. Et puis, je prends Paul Hermelin, le président de Capgemini, qui est une entreprise high-tech mondiale exceptionnelle, est intervenu dans notre rencontre nationale des maires à Action Cœur de Ville, à la Cité de l'Architecture du Patrimoine, et son message était de dire, mais finalement, et ça c'est un changement de paradigme assez important,
l'attractivité économique, elle repose aussi sur l'attractivité résidentielle. Alors vous voyez bien qu'il y a 20 ans, la presse tressait les louanges à un ancien grand patron qui était un fossoyeur de l'industrie française et qui préconisait une France sans usine. Sans quoi d'ailleurs il a malheureusement contribué lui-même. Mais aujourd'hui, on dit que le redécollage et la réindustrialisation et le développement de nouvelles formes d'activité économique va se faire à partir de ces territoires beaucoup plus souples. Voilà pourquoi je pense que ces villes vont être un facteur très important de notre croissance. On parle beaucoup en ce moment de la revanche des villes médianes. C'est une tendance lourde ou c'est une mode bobo? C'est d'abord les jeunes. Prenons une enquête qu'avait faite l'IFOP sur l'attractivité des territoires et qui disait qu'un tiers des jeunes actifs habitant dans les métropoles, jeunes actifs sont en dessous de 35 ans, je le précise, pour le sondage, même si, quel que soit l'âge, on peut se sortir actif et jeune dans l'esprit. Mais un tiers des jeunes actifs habitant dans les très grandes villes, souhaiteraient venir habiter dans une ville, je dirais, à taille humaine, pour prendre cette expression. Si on fait un ratio mathématique, c'est 500 000 personnes, 500 000 jeunes actifs. Naturellement, entre le souhait et puis la réalité, il y a un temps. Il y a le travail du conjoint, il y a les possibilités, bien sûr, le boulot, etc., etc. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la jeune génération des actifs se projette de plus en plus je dirais, leur carrière, leur vie, dans une ville médiane où ils pensent à juste titre qu'ils pourront mieux concilier les impératifs de leur vie professionnelle avec un épanouissement familial et de loisirs. Et donc, je pense que... Alors, quand on parle de revanche, je n'aime pas ce terme. Il n'y a pas d'opposition entre les villes médianes et les métropoles ou les villages. Elles ont en revanche une singularité. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a besoin des métropoles. Qui exercent sur un certain nombre de fonctions supérieures un rôle irremplaçable. Mais nos villes, et certaines d'ailleurs, prenez Libourne par rapport à Bordeaux, ou un certain nombre de villes dites moyennes autour de Toulouse, ou Saint-Nazaire par rapport à Nantes, ce n'est pas la banlieue des métropoles. Elles contribuent à l'attractivité globale de ce territoire. Donc il n'y a pas de revanche, il y a au contraire une complémentarité. Simplement, ce qu'on voulait dire, c'est que souvent, dans beaucoup de colloques académiques, etc., on disait, mais en dehors de grandes métropoles, il n'y a aucun salut, enfin point de salut, il n'y aura pas de développement en France. On prouve l'inverse. Je vais vous donner un deuxième exemple. Il n'y a pas d'exode, mais il y a un mouvement de fond qui avait commencé avant la crise, puisque nous établissons avec les notaires de France un baromètre de l'immobilier dans les villes moyennes, dans les 234 villes du programme, et qu'entre 2018 et 2020, il y a eu plus 14% de ventes de maisons et d'appartements dans ces villes, et donc ça prouve qu'il y a un marché qui se dynamise. Donc en résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un foyer, que des jeunes, que des moins jeunes, qu'un foyer, que des actifs, qui s'installent et qui investissent dans cette ville, sont sûrs en tout cas de faire, non pas forcément de faire une bonne affaire, comme on dit, et de trouver dans leur investissement personnel et éventuellement économique toutes les retombées possibles. Les incontournables du rebond de la ville médiane, qu'est-ce que c'est les ingrédients indispensables? Il y a quelques années, on ne parlait pas des villes médianes. Ou très peu, je ne dis pas qu'il ne se passait rien, je dis simplement qu'on n'en parlait pas collectivement. Donc avec Action Cœur de Ville, qui s'appuie sur toutes les dynamiques locales, on a mis un coup de projecteur sur ces villes qui étaient un petit peu sorties du radar. Et puis on parlait aussi très peu des centres-villes, alors que nos centres-villes étaient en train, dans beaucoup d'endroits, pas partout, de se dévitaliser, de perdre de la population, de perdre des commerces, et un peu comme le poisson qui pourrit par la tête, c'est-à-dire que si le cœur commence à se dévitaliser, il ne faut pas croire que la périphérie va bien se porter. C'est tout l'inverse. Donc, croire en soi. Deuxièmement, investir dans tous les domaines qui créent l'attractivité. Pourquoi nos politiques publiques ont souvent échoué, qu'elles soient nationales ou locales, quels que soient les gouvernements ou quels que soient les exécutifs locaux? C'est que ce sont des politiques cloisonnées qui s'ignorent les unes avec les autres. Donc, si on veut retrouver de l'attractivité dans ces villes, il faut traiter en même temps le logement, le commerce, le stationnement, la mobilité, le cadre de vie, les services à la population, l'enseignement supérieur, la santé, la transition écologique
et la participation des citoyens. Et je pense que c'est la grande force, peut-être de la dynamique qui s'est enclenchée depuis quelques années, c'est qu'on s'est dit, mais il faut travailler tout ça en cohérence. Troisième élément, en matière d'attractivité économique, je pense qu'un des gros enjeux à venir pour ces villes, il y a 430 000 étudiants dans les villes moyennes en France. Et les résultats sont excellents, parce que souvent, les étudiants sont plus proches de chez eux. Regardez les difficultés de se loger, par exemple, dans une très grande ville, et qu'il y a aussi un accompagnement plus personnalisé. Et donc, il y a des taux de réussite qui sont intéressants. Il y a par ailleurs des très très grandes écoles d'ingénieurs. Prenez l'école des mines d'Alès ou d'Albi, etc., etc. Enfin bref, tout ce qui peut consolider l'enseignement supérieur et la formation, et en fin de compte, retenir ou accueillir des jeunes qui viennent à la fois se former et après développer leur business ou travailler dans tous ces écosystèmes, est aussi un grand facteur, à mon avis, de réussite actuelle et future. Et puis, s'il y a quelque chose sur lequel il faudrait peut-être mettre l'accent pour l'avenir, c'est que les villes moyennes, si elles travaillaient encore plus en réseau, notamment sur ces sujets d'accueil économique, de grands projets d'infrastructure, etc., seraient vraiment très très fortes. Et donc, à la fois consolider leur cœur de ville, faire en sorte que, comme on l'avait dit, que l'attractivité résidentielle va contribuer à l'attractivité économique, et en même temps unir ses forces. J'avais par exemple autour d'Avignon, dans plusieurs villes du Vaucluse et du Gard, il y a eu une sorte de pôle de compétences informatiques qui s'est créé, qui est aujourd'hui extrêmement performant, puisque plusieurs villes ont uni leurs forces et elles étaient toutes à taille moyenne, si vous voulez. Donc ce travail en réseau est, je pense, une des clés d'avenir, notamment dans le domaine économique. Une des clés du rebond aussi, vous avez parlé de villes où il fait bon vivre. Est-ce que c'est pas ça aussi, offrir plus de services à la personne, avoir une qualité du tissu associatif qui sera meilleure que dans les métropoles? Est-ce que ça ne fait pas partie aussi de l'attractivité? Bon, en tout cas, il y aura plus de relations humaines. Vous avez raison, c'est l'attractivité et c'est le fait qu'on peut davantage en bénéficier, je dirais même plus facilement s'investir soi-même aussi. On n'est pas uniquement consommateur de services, on peut aussi soi-même s'investir dans une association, dans un club sportif, dans un festival culturel, et que c'est quand même assez incroyable en France que tous ces bénévoles, toutes ces personnes qui s'investissent pour leur commune ou leur territoire est une force complètement exceptionnelle. Donc, je crois qu'on n'est pas uniquement dans un sentiment de consommation. Mais par ailleurs, pour répondre plus largement, vous savez, notre pays, un des grands drames, c'est qu'on catalogue les gens dans des cases, dans des statuts, souvent on les enferme dans ces cases et dans ces statuts. Et donc l'avenir, il est surtout le fait, prenons par exemple le logement, c'est de faire en sorte que vous puissiez rester dans votre logement mieux adapté tout au long de votre vie, enfin en tout cas autant que ce soit nécessaire. Mais c'est non seulement quand vous êtes âgé et que vous devenez et que vous avez besoin d'aide, mais éventuellement vous pouvez avoir des accidents de la vie tout au long de votre vie, des accidents de parcours. Et donc on va passer aussi d'une société où souvent on enfermait les gens dans des institutions spécialisées. On a besoin, mais quand c'est vraiment strictement nécessaire, mais qu'il faut tout faire pour maintenir les gens à domicile et donc avoir dans la ville une sorte de plateforme de service dans lequel on pourra apporter vos repas, on pourra vous apporter des soins et sans vous sortir de votre environnement familial et de vous traumatiser dans parfois des ambiances qui sont un peu moins sympathiques. Mais cette société de service que la ville peut offrir, ça suppose que la ville elle soit moins étalée, parce que vous ne pourrez pas porter les repas à 50 km. Et donc ça veut dire que les gens font davantage communauté pour qu'on puisse leur apporter plus de services. Et donc il y a une nouvelle fonctionnalité de la ville qui vise justement à permettre un meilleur épanouissement de ses habitants à travers d'autres modalités d'organisation. Mais ça suppose que vous soyez rassemblés. Si vous êtes dispersés, vous devenez de plus en plus isolés, et ça, on sait que c'est un drame de notre société contemporaine.
Les villes médianes, est-ce que c'est aussi des villes pour tous? Je m'explique. Quand on est un couple et qu'on a 2 SMIC, c'est quand même plus facile, à cause du prix du logement, à cause de l'accessibilité des loisirs, ou grâce à l'accessibilité des loisirs, c'est plus facile de s'en sortir. C'est plus facile de s'en sortir pour tout le monde. Parce que c'est des villes inclusives, en fait, les villes médianes. On peut imaginer qu'aujourd'hui, pour des entrants, appelons ça comme ça, qui n'ont pas de fortune personnelle, c'est impossible de se loger, en tout cas au cœur des grandes villes. Regardez les prix sur Paris ou dans les très grandes villes. Si vous n'êtes pas vous-même héritier, ou alors il faut accéder au logement social, mais peu de personnes peuvent en bénéficier en l'occurrence. Dans le prix moyen des transactions qui ont été observées dans les 222 villes de programme, donc il y en a qui sont en dessous, il y en a qui sont au-dessus, donc il y a bien sûr une ville littorale sera un peu plus chère qu'une ville au centre de la France. C'est 1 380 € le mètre carré. Il a augmenté de 7% depuis 2018. Donc c'est une augmentation très raisonnable. Mais ça veut dire que les biens, d'abord, ont cessé de perdre de la valeur, ce qui pouvait arriver dans certaines villes où il y avait moins de personnes, etc., etc. Mais ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez accéder à du logement, et à du logement de qualité, faire peut-être tout à pied, en tout cas à proximité de l'ensemble des services. Et si vous souhaitez favoriser l'accession à la propriété ou l'accession sociale à la propriété, vous pouvez plus facilement y accéder. Et vous vous dites que comme la ville prend du dynamisme, mais qu'on n'est pas dans un phénomène de spéculation, comme on est dans les grandes villes, où les prix augmentent de manière déraisonnable, eh bien que le bien dans lequel vous allez investir, il va être revalorisé de manière tout à fait correcte, et que vous ne perdrez pas d'argent, mais que vous ferez un placement de bon père de famille, si j'ose dire. Et c'est d'où la nouvelle attractivité pour se loger dans ces villes. Donc oui, aujourd'hui, je pense qu'on est face prochainement à un risque social énorme, que beaucoup de nos concitoyens ne pourront pas se loger dans les grandes villes de manière décente, sauf à y habiter très très loin, mais ce n'est pas non plus une vie très agréable. Alors qu'en revanche, il y a encore, ce soit dans les logements anciens ou dans des logements qui sont en train d'être construits, nos villes moyennes peuvent offrir du logement abordable et avec un environnement qui sera très agréable. Attractivité des villes, on va parler des cartes à jouer et des différents leviers. Les leviers politiques, économiques. Bon. Au niveau politique, d'abord, quel levier ? La fiscalité, l'aménagement du territoire, le réengagement de l'État sur certains services, l'urbanisme, quels sont les principaux leviers ? Je crois qu'il n'y a pas une mesure particulière, ce serait trop simple, et ce serait bien sûr très réducteur. Je pense qu'il faut en revanche une stratégie coordonnée. Prenons Action Cœur de Ville, ce n'est pas un dispositif administratif, Action Cœur de Ville, c'est une politique publique qui vise quoi ? À soutenir le développement et l'attractivité des villes moyennes du programme. En clair, c'est un peu les villes préfectures, sous-préfectures, en dehors des grandes villes, même s'il y en a d'autres qui sont ni préfectures ni sous-préfectures, mais c'est la grande majorité des villes préfectures et sous-préfectures de France, avec un choix politique, avec un P majuscule qui a été fait, de dire on va le faire en investissant d'abord dans la revitalisation des centres-villes. On aurait pu faire un plan de développement des villes moyennes, mais sans forcément de faire du centre-ville, je dirais, la porte d'entrée de ce programme. Donc déjà, c'est un choix politique, au sens noble du terme, de dire, mais c'est d'abord par le cœur de la ville qu'on va, je dirais, investir massivement. Deuxièmement, c'est une cohérence. Donc quand on parle, c'est bien sûr un dispositif, en l'occurrence Action 5 milliards, l'Action Cœur de Ville, c'est 5 milliards, avec l'apport de la Caisse des dépôts, d'Action Logement, de l'ANA, aux côtés de l'État. Mais ce sont aussi des mesures fiscales. Prenons par exemple de Normandie dans l'Ancien, qui vise à encourager l'investissement privé pour acheter, rénover et relouer à des tarifs raisonnables un appartement ancien en ville. Mais c'est aussi par exemple des mesures qui sont venues consolider, comme le fonds Friche. Et puis c'est quand par exemple le ministère des Finances délocalise un certain nombre de services de la DGFiP, Direction Générale des Finances Publiques, il choisit les villes moyennes du programme parce qu'il sait que dans ces villes moyennes, il y a toute une dynamique qui est créée d'accueillir des nouvelles populations, de requalifier l'espace public, etc., etc. Donc vous voyez bien que quand on parle il n'y a pas une mesure en particulier.
il y a une stratégie politique, et qui est interministérielle, qui est partenariale, et qui aussi, je dirais, agrège toute une série d'initiatives, de mesures et de dispositifs. Et puis, si je peux me permettre, une des conditions de réussite, c'est qu'il faut de la durée. Non pas pour aller lentement, mais vous voyez bien que quand on s'attaque au dur, aux friches urbaines, il y a parfois des friches en centre-ville qui étaient là depuis 40 ans, qui n'avaient pas de repreneurs, des hectares en plein centre-ville. Comment voulez-vous qu'on se sente, que l'environnement est agréable quand on voit que les appartements sont vides, que des commerces sont vides, etc. Donc en bref, on est en train d'essayer de redresser tout ça, mais ça prendra du temps. Mais il faut effectivement il faut du temps, il faut de la volonté, il faut de la cohérence entre toutes les interventions publiques. Je vais prendre au niveau local, mais c'est un exemple qui n'a quasiment pas existé. Mais vous voyez bien que si on investit des milliards pour restructurer les commerces de centre-ville, ce n'est pas pour développer de nouvelles zones périphériques. Donc notre stratégie, c'est de retrouver, il ne s'agit pas d'éliminer l'un pour l'autre, c'est-à-dire de retrouver un équilibre qui n'aurait jamais dû être perdu. Donc voilà, donc c'est tout ces ingrédients qui conditionnent peut-être le succès, avec aussi peut-être quelque chose qui va vous paraître un peu anachronique. Mais prenons les 5 milliards, État et partenaires financiers, qui bien sûr viennent compléter ce que mettent déjà les collectivités et d'autres acteurs locaux. Mais ça vise aussi à favoriser l'investissement privé. Prenons un terme plus privé, plus économique, c'est une sorte de fonds d'amorçage. Parce que pour moi, un des plus beaux critères de succès du programme, quand j'ai le plaisir de me rendre dans les villes du programme, c'est quand on me dit que tel promoteur est en train de rénover tel immeuble ou en train de construire telle maison ou tel immeuble. Quand je vois qu'il y a des nouveaux commerces qui s'installent, que telle activité ou que tel service est en train de se déployer dans la ville. Donc, c'est un effet levier. Et ce qui nous fait plaisir, c'est quand des grands acteurs économiques nous disent « Mais vous savez, aujourd'hui, vos villes, on les regarde. » Non, je ne dis pas que c'est par un coup de baguette magique, on va tout régler. Simplement qu'on est bien dans le rôle de la puissance publique, de donner la visibilité, d'exprimer clairement une stratégie nationale, mais aussi locale par les élus et les collectivités elles-mêmes, et qu'ensuite l'ensemble des acteurs locaux, publics comme privés, puissent s'épanouir et investir à leur tour. C'est quoi la bonne échelle pour être efficace dans tout ça? Action Cœur de Ville, on fait confiance aux acteurs de terrain. Donc oui, l'État central a son rôle. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, dans les débats parlementaires, où il y a une décennie, on pensait que l'État n'avait plus de responsabilité en matière d'aménagement du territoire. Quand éventuellement on faisait quelques remarques, on passait un peu pour ringard, on comprenait l'aménagement du territoire, c'était presque un gros mot. Aujourd'hui, on est en plein dans une politique volontariste d'aménagement du territoire, mais différente de ce qui a pu exister au début de la Ve République, par exemple, parce qu'il y a eu la décentralisation, parce que les collectivités elles-mêmes assument aujourd'hui des responsabilités importantes. Donc pour nous, en tout cas sur nos sujets, c'est d'abord la ville avec l'agglomération, l'intercommunalité, qui sont les pilotes de leur projet, parce qu'ils connaissent leur territoire et qu'on est sur des compétences locales. Donc ville avec l'intercommunalité, et nous avons imposé en quelque sorte que ville et agglo travaillent ensemble, puisque l'agglo ne peut pas se substituer à la ville, qui est quand même le maître d'œuvre et qui sait ce qu'il faut faire pour sa ville, et en même temps la ville ne peut pas se passer de l'agglomération, de l'intercommunalité, puisqu'elle exerce des compétences en termes de transport, en termes d'urbanisme, etc., qui sont extrêmement importantes pour la ville. Et puis aussi une meilleure cohérence en matière d'implantation commerciale, pour prendre ce sujet. Donc c'est vraiment l'échelle de projet qui est pour nous importante. Il y a d'ailleurs, et c'est d'ailleurs très différent selon les régions, alors les départements interviennent de manière assez variable, en fonction de leurs possibilités, de leurs priorités. Les régions, en tout cas, ont toutes, mais selon des modalités différentes, mais peu importe, des modalités d'intervention en soutien de cette politique, puisqu'ils ont souvent d'ailleurs eux-mêmes aussi des priorités. Et la force du programme Action Cœur de Ville, c'est qu'on a dit aux uns et aux autres, écoutez, personne n'impose rien à personne. En revanche, c'est le maire et l'interco, enfin la ville et l'interco, qui savent ce qu'il faut faire pour piétoniser leur rue ou refaire un plan de circulation, ou restructurer ces rues commerçantes. Et que le département,
la région, voire d'autres opérateurs, en fonction de leurs propres priorités et de leur disponibilité, peuvent venir, je dirais, utilement contribuer. Mais on ne dit pas « nous avons décidé que, combien vous mettez ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et par exemple, il y a des régions qui donnent, qui donnent des subventions directement, d'autres c'est projet par projet, etc. Et c'est très bien comme ça. Donc vraiment, on part du terrain, et je pense que si on pouvait éviter dans notre pays de tout faire dépendre, vous savez, il n'y a quasiment pas de loi pour Action Cœur de Ville. Il y a bien sûr des mesures qui ont été votées par le législateur, par exemple les opérations de revitalisation de territoire, la création du fonds friche ou la création de la mesure fiscale de Normandie ancien sont votées par le Parlement, puisque ce sont des dispositions budgétaires ou fiscales. Donc il y a bien sûr une intervention du législateur. Mais il n'y a pas une loi qui a décrété comment fallait faire Action Cœur de Ville. Il n'y a pas une loi qui a dit au maire « vous devez faire comme ci ou comme ça ». Il n'y a pas un règlement. Et rien n'est décidé au niveau central pour dire au maire de Nevers ou au maire de Quimper ou au maire de Dunkerque ce qu'il doit faire pour sa ville. C'est à lui de le faire, en responsabilité politique. Nous, notre boulot, c'est quoi? C'est de l'aider en ingénierie, de l'accompagner en expertise et de faire en sorte que les moyens financiers du programme spécifique ou de ce qu'on peut récolter à droite ou à gauche va permettre au projet de se réaliser. C'est comme ça que ça marche. Mais évitons les schémas, évitons les lois, ayons davantage de projets, de stratégies. Il y a un aspect aussi, c'est l'aspect mutualisation, c'est-à-dire que vous travaillez avec un grand nombre de villes, donc je suppose que l'expérience des uns peut bénéficier aux autres, et que vous jouez un rôle d'interface aussi. En tout cas, vous avez tout à fait raison, et ici, d'ailleurs c'était aussi une partie de notre feuille de route. Quand je dis que c'est décentralisé, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien à l'échelon central, puisqu'il faut en permanence, vous avez raison, animer, concevoir, regarder ce qui se passe pour éventuellement... Parce que le programme s'est enrichi au fur et à mesure. Il a 4 ans, presque 4 ans maintenant. Mais il s'est enrichi au fur et à mesure. Le dispositif de départ et ce qu'il est aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'il n'a rien à voir, mais il est augmenté de partenariats, d'initiatives. Prenons un exemple dans lequel on est assez fiers, c'est qu'on a conclu un partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers pour déployer ensemble 100 nouvelles antennes locales de formation dans les territoires. Mais ça n'existait pas au départ. Donc tout ça, c'est auto, je ne vais pas dire que c'est auto-alimenté, mais c'est étoffé. Et vous avez raison. Nous avons bien sûr toute une série d'informations que nous faisons. Nous faisons des forums des solutions, pour prendre cet exemple, où des expériences qui se passent dans telle ou telle ville, nous faisons des sortes de mini-colloques où l'ensemble des villes peuvent en profiter. Donc il y a un aspect à la fois diffusion et émulation. Parce que vous savez que ce n'est pas tellement nos propres discours qui vont beaucoup impacter nos élus à juste titre, c'est que quand ils verront que dans telle ou telle ville on fait quelque chose qui les intéresse, eh bien, ils diront « mais pourquoi moi je ne ferais pas ça dans ma ville, mais je vais le faire à ma manière et en fonction de mes propres priorités ou de mes propres caractéristiques ». Et donc nous mettons beaucoup en relation les villes entre elles, mais aussi les villes avec beaucoup de partenaires nationaux. Je citais le CNAM, nous avons aussi un partenariat avec les notaires de France pour des données en matière immobilière. On a un partenariat avec Enedis pour transmettre aux villes un certain nombre de données dans le domaine de la transition énergétique. Nous achetons des données de mobilité à MyTraffic et on donne aux villes gratuitement un certain nombre d'indicateurs de suivi de leur fréquentation de centre-ville. Plus récemment, nous avons conclu un partenariat avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 pour ensemble inciter les villes à réaménager leur espace public pour faciliter la libre activité physique et que ça devienne un héritage durable que laisseront les Jeux Olympiques une fois les lampions de la manifestation éteints. Bref, vous voyez, donc on est toujours dans cette idée que, on fait communiquer l'ensemble de la communauté entre elles, mais en permanence, on les met en connexion avec d'autres partenaires qui peuvent les intéresser et que, s'ils le souhaitent, ils vont pouvoir investir ou se déployer dans leur ville. On a beaucoup parlé des acteurs publics. Est-ce que vous embarquez, est-ce qu'il y a une nécessité d'embarquer d'autres acteurs? Je pense aux chambres de commerce, aux chambres de métiers,
à d'autres éventuellement, le MEDEF, la CPME, des gens qui sont des acteurs sur leur territoire. Il y a beaucoup d'acteurs. Il y a les chambres consulaires qui sont des acteurs publics. Mais vous avez raison, et ils sont souvent d'ailleurs soit signataires, soit associés au comité de pilotage local. Il y a les associations de commerçants, les entrepreneurs locaux. Il y a aussi, et ce qui est très important pour la mise en œuvre des opérations, parce que vous savez, avec Action Cœur de Ville, on s'attaque au dur. Quand, par exemple, il faut restructurer des cellules commerciales, l'objectif, c'est de restructurer 6000 cellules commerciales à la fin du programme. C'est énorme quand on dit restructurer, parce que souvent dans nos centres-villes, les cellules commerciales sont trop petites, pas très bien foutues, il faut les agrandir, souvent elles empêchent d'accéder aux appartements du dessus, puisque auparavant le commerçant habitait au-dessus de son magasin, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, donc on a plein d'appartements vides, etc. etc. Donc il faut des sociétés de portage foncier, il faut des établissements publics fonciers, il faut parfois des SPL, des sociétés d'économie mixte, donc il y a toute une galaxie de sociétés intervenantes qui contribuent à la mise en œuvre opérationnelle, parce qu'on peut faire un beau projet, mais après il faut le réaliser. Donc il y a besoin de financement, il y a besoin d'ingénierie, mais il y a besoin d'opérateurs. Et c'est ça d'ailleurs un des grands défis que nous avons dans beaucoup de nos villes, c'est qu'il y a déjà pas mal de structures, mais peut-être dans certains cas en manque-t-il. Et donc ces opérateurs qui vont transformer le projet en réalisation opérationnelle, c'est effectivement, ils sont généralement autour de la table, et nous, notre rôle a été en tout cas de faciliter leur création. Donc effectivement, mais acteurs publics, acteurs privés, société civile. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Je ne veux pas dire que ça m'a surpris, mais ça m'a impressionné. C'est que dans la plupart des villes, chacune a fait selon ce qu'elle souhaitait, mais qu'à chaque fois qu'une ville a fait de l'information, de la consultation, de la concertation sur soit son projet global Action Cœur de Ville, soit sur tel ou tel, je prends par exemple la place de la République à Limoges, eh bien les gens ont fortement participé. Non seulement les habitants du centre-ville, mais aussi les gens qui venaient en centre-ville parce qu'ils se sentent, comme on le disait au début de l'entretien, concernés. Ils se sentent habitants de là. Et tous les maires m'ont dit, ça a été incroyable, je ne m'attendais pas à autant de participation et à autant de participation constructive. Et ça, prenez l'exemple de Limoges, la place de la République, eh bien la mairie vous dit mais qu'ils ont fait évoluer leur projet parce qu'il y a eu des bonnes idées qui ont émergé et que l'intérêt, c'est qu'on est là pour servir les habitants. Dans beaucoup d'endroits, vous avez une maison du projet, où vous avez aussi des porteurs de projets qui veulent investir dans la ville, qui sont reçus par un manager de centre-ville ou par le chef de projet Action Cœur de Ville. Donc tout ce qui a rendu visible et palpable aux habitants le fait que quelque chose était en train de bouger a rencontré un formidable écho. Donc en clair, Action Cœur de Ville, ce n'est pas fait pour quelques initiés, c'est fait pour les acteurs économiques et la population. Comment on embarque la population ? On l'embarque avec de l'information, avec de la concertation, vous venez de le dire. Est-ce qu'il est nécessaire aussi de reconstruire une identité pour relancer et embarquer la population ? Oui, alors il faut peut-être bâtir, mais il faut peut-être aussi retrouver parfois. Vous savez que dans beaucoup de nos villes, il y avait aussi des savoir-faire ancestraux et des appellations protégées, souvent d'ailleurs... Regardez dans le domaine de la coutellerie, c'est malheureusement souvent dupliqué ailleurs et de très mauvaise façon. Donc il y a aussi un terroir, il y a aussi un territoire avec la place de l'artisanat d'art, la place de l'artisanat en général, y compris dans son côté fabrication, est extrêmement importante et se développe beaucoup dans nos villes. Mais quand je dis, il faut peut-être découvrir, regardez par exemple que quand vous rénovez des façades, et que tout d'un coup, on redécouvre la beauté de ces façades qui avaient été amochées, soit par la pollution, soit au fil de temps, par des revêtements dégueulasses. Eh bien, la ville change. Je visitais récemment une ville en Ariège et où on disait, mais on va redonner de la couleur à la ville. Du grisâtre, parce qu'on va redécouvrir, souvent, les anciens avaient aussi beaucoup de coloration. Donc rien que ça. La reconquête des berges. Il y a un truc qui est quand même sidérant. Il n'y a pas une ville en France, et ce n'est pas que les petites ou moyennes villes, où la ville qui s'est construite à partir du fleuve ou de la rivière, ou du canal, s'était progressivement détournée de son cours d'eau, qui était devenu
soit des friches industrielles, soit des no man's land pas très jolis. Et même, je dirais que le cœur de la ville n'épousait plus son fleuve. Bon. Il n'y a pas une ville aujourd'hui, car c'est le programme, mais il y en a sûrement d'autres, bien sûr, qui reconquièrent leurs berges. Mais vous savez, quand tout d'un coup, d'abord, soit construisent des appartements, refont des parcours de santé, refont éventuellement des parcours de création artistique et de l'art plastique, par exemple. Et bien tout d'un coup, vous redécouvrez votre ville d'une manière différente. Et que l'identité fluviale, qui était le cœur de la création de la ville, redevient. Je prends un très bel exemple. C'est à Montluçon. Ils ont démarré d'ailleurs un peu avant Action Cœur de Ville, où ils ont fait d'ailleurs un appel à projet, ils ont lancé un appel à projet local, où ils ont eu 23 équipes pluridisciplinaires qui ont répondu. Donc ça veut dire qu'il y a une appétence à la fois des architectes, des urbanistes, des paysagistes, aussi bien locaux que nationaux et internationaux. En l'occurrence, ce sont 2 pointures internationales qui ont gagné ce concours, et qui donc ont engagé un véritable projet, mais ce n'est pas uniquement requalifier la berge, c'est que ça devenait un projet non seulement urbain, mais aussi social. Puisque des 2 côtés des berges, il y avait 2 quartiers différents, que l'histoire avait séparés, parce que l'un s'était développé d'une certaine manière, l'autre, il ne se voyait plus. Et bien grâce à ce très beau projet que j'avais vu il y a plus de 2 ans, voire 3 ans, à Montluçon, eh bien ces quartiers vont de nouveau se voir, et j'espère bien sûr dialoguer ensemble. Donc rien qu'en requalifiant les berges, vous faites de la couture urbaine, où vous recousez votre tissu urbain. Donc oui, identité par rapport à un patrimoine passé bâtimentaire ou éventuellement un savoir-faire artisanal et industriel, redécouvrir ce qui a été l'origine de la ville et redessiner votre projet d'aménagement et de développement urbain, et aussi, vous citiez le cas de Valenciennes, mais on a regardé par exemple Figeac avec l'aéronautique, regardez les villes du Jura avec ou prenons Flers par exemple dans l'Orne avec des entreprises, de l'industrie à la campagne à côté de Flers qui sont des pépites mondiales en matière de semi-conducteurs, etc. Donc ces villes effectivement, à partir d'un patrimoine passé, construisent une identité culturelle mais aussi économique. Donc ce n'est pas quelque chose de passéiste que je voulais vous dire, mais vous avez tout à fait raison. Les villes, quand vous dites Figeac, vous dites aéronautique. Et en même temps, Figeac est une ville, un patrimoine exceptionnel, d'ailleurs sous l'égide de Martin Malvy, qu'on a été l'élu pendant très longtemps et qui est aujourd'hui président d'une très grande association sur le site et cités remarquables. Donc vous pouvez être une ville patrimoniale, et Figeac en est une, et en même temps avoir une pépite mondiale dans le domaine aéronautique. L'urbanité, c'est la notion du Caire, de la ville à taille humaine dont vous parliez au début. Est-ce que ça, c'est est-ce que ça correspond véritablement aux aspirations des gens, et est-ce que c'est une des clés, un des leviers de la relance des villes médianes, l'urbanité? Vous avez raison, parce que le contraire d'une certaine urbanité, c'est pas l'exact contraire, c'est l'isolement. Notre société hyper connectée isole. Et vous voyez bien toutes les souffrances psychologiques, voire psychiatriques, que crée ce monde un peu virtuel, où on croit être proche, mais finalement qui nous éloigne des uns des autres. Et donc, nous sommes des humains, nous avons besoin, et on l'a vu avec le confinement, on a besoin de voir, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de se toucher, on a besoin de se parler, on a besoin de vivre ensemble. Ce n'est pas un monde de bisounours que je décris, c'est simplement un monde vital, où l'homme peut s'épanouir. Donc vous avez raison que cette proximité, cette humanité, peut-être effectivement ce sentiment qu'on tiendra un peu plus compte des autres, et que la ville sera un peu mieux autogérée, si j'ose dire, et mieux ressentie. Que ce ne soit pas une ville qui crée de la violence ou du ressentiment et de l'isolement. Oui, je pense que c'est la grande force de nos villes médianes. Comment on anime la ville avec ces acteurs? Comment on repense par exemple la rue piétonne traditionnelle qui est très animée le samedi et qui est morte le lundi?
comment on crée des nouveaux lieux de brassage? Est-ce que les tiers-lieux, par exemple, c'est quelque chose qui est une nouveauté, qui est un nouveau lieu de communication entre les gens? Et comment on implique et comment on aide les commerçants à se réinventer pour que ces cœurs de ville, justement, ils arrivent à vivre? Beaucoup de questions. Mais d'abord, et ce qui est passionnant, mais en même temps un peu vertigineux aujourd'hui, c'est que vous avez abordé la question du commerce. Le commerce subit des chocs de transformation considérables, à une vitesse jamais connue. Il y a d'abord ce qu'on connaît effectivement entre le commerce de centre-ville et le commerce de périphérie qui ces dernières décennies s'est développé de manière souvent anarchique. Et en tout cas, on n'a pas tenu compte d'un équilibre qu'il nous faut maintenant retrouver. Et d'ailleurs, même ces zones périphériques connaissent pour certaines d'entre elles des difficultés. On voit bien que le taux de vacances de commerce est presque équivalent à celui parfois des centres-villes. Parce que aussi le mode de consommation change, et donc on le voit avec le e-commerce qui se développe beaucoup, qui a beaucoup profité aussi du confinement. Donc il apporte bien sûr des avantages, mais il apporte aussi beaucoup d'inconvénients. C'est parce que le centre-ville, comme vous dites, ce ne serait pas uniquement des camionnettes et de l'emballage par terre, sur les trottoirs. Parce que l'ubérisation du centre-ville serait une catastrophe. C'est exactement le contraire de ce qu'on souhaite faire quand vous parlez d'humanité, etc., et de proximité. Enfin, imaginez un centre-ville qui serait qu'un centre-ville de livraison à chacun chez soi. Enfin, quelle vie entre nous, ce qui n'empêche pas qu'on peut avoir, bien sûr, donc là encore, il faut éviter des mouvements qui déséquilibreraient. Et par ailleurs, le e-commerce, on n'a rien contre, parce qu'il apporte, il a aussi sa valeur. Mais il ne paye pas, non seulement la même fiscalité que les autres, donc on a un problème d'équité fiscale, mais surtout il ne paye pas, je dirais, les surcoûts qu'il engendre dans la collectivité. Parce que notamment par toute la logistique urbaine, les livraisons et les emballages. Mais qui paye ces emballages? La collecte et le recyclage de tous ces emballages, c'est le contribuable local. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas complètement... Deuxièmement, le centre-ville est un centre commercial à ciel ouvert. C'est un centre commercial à ciel ouvert. Mais les rues commerçantes d'il y a 50 ans, il y a 30 ans, sont peut-être pas forcément celles d'aujourd'hui. Bien sûr, le cœur est resté. Mais il a pu se déplacer dans certains endroits. Prenons par exemple une gare, schématiquement. La gare n'est pas dans l'hypercentre, mais elle est souvent juste à côté du centre-ville. Parfois c'est plus loin, mais enfin, peu importe. Et parfois, par exemple, la rue qui mène du centre-ville à la gare est devenue une rue commerçante. Mais peut-être qu'une rue qui est très très loin du centre-ville, qui était une rue commerçante il y a 30-40 ans, ne l'est plus aujourd'hui. Donc il est important, et on le voit dans beaucoup d'endroits, que les élus ont réfléchi en disant « mais c'est quoi mon centre-ville commercial de demain ?» Et donc ce n'est pas la peine de s'escrimer à continuer à faire des investissements pour des commerces si ce n'est plus la bonne rue. Mais en revanche, peut-être à le faire dans un autre endroit. Donc déjà, les maires, les villes redessinent un peu leur centre commercial. Ça veut dire qu'on va reconvertir certains rez-de-chaussée vacants, soit pour l'immeuble, soit pour faire des services pour l'ensemble de la collectivité. Et puis, vous avez effectivement tout à fait raison d'aborder le point que les commerces d'aujourd'hui physiques, alors il y a un jargon qui dit deviennent phygital, à la fois physique et numérique. En fin de compte, nous souhaitons tous, parce qu'on est un peu schizophrénique, on a envie de voir, on a envie de toucher, on a envie d'avoir du conseil, parce que le virtuel, tout est beau sur le virtuel, mais dans la réalité c'est un peu différent. Et en même temps, on veut tout de suite, et on veut éventuellement une palette de choix. Et donc, le commerçant moderne d'aujourd'hui et encore plus de demain, c'est celui qui peut à la fois démontrer, voir, conseiller, et en même temps vous répondre rapidement à un besoin en ayant accès, bien sûr, lui-même à des fournisseurs, etc., qui permettront d'élargir sa gamme, puis de faire le service après-vente. Parce que dans une société où on jette nos portables assez rapidement, je pense qu'une société qui répare un peu plus et qui fait le service après-vente est aussi une société qui se portera mieux. Le commerçant, s'il veut pouvoir lutter contre les géants du e-commerce,
Est-ce que ce commerçant de cœur de ville, de centre-ville, est-ce qu'il ne doit pas, en plus d'être un espace de vente, devenir finalement, peut-être en lien avec les collectivités, un espace qui devient également un acteur du service à la personne, un acteur de l'animation de la ville. Alors je prends deux exemples, par exemple le pharmacien peut être un acteur de santé de proximité, on l'a vu avec le Covid par exemple. Le libraire, il peut devenir un centre d'animation culturelle aussi. Est-ce que c'est pas ça le cœur de ville de demain, des gens qui sont... Puis regardez les buralistes. Oui. On a besoin des buralistes, c'est souvent eux qui tiennent dans nos bourgs, dans nos petites et moyennes villes, et qui aujourd'hui deviennent des plateformes multiservices, y compris pour retirer de l'argent. Je vais prendre un exemple qui illustre ce que vous dites, à Abbeville. Eh bien, il y a une librairie en plein centre d'Abbeville qui s'est agrandie. Une librairie indépendante, parce que vous savez que dans beaucoup de nos villes, d'avoir des librairies indépendantes, voire parfois des magasins de presse, est quelque chose de plus en plus compliqué. Eh bien, effectivement, grâce à cet arrondissement, il tient salon, il y a de l'animation autour des livres, il y a des écrivains qui viennent pour dialoguer, non seulement dédicacés, mais pour dialoguer, etc. Et qui donc, il fait de sa librairie indépendante, qui est sur la place centrale de la ville, effectivement, un lieu d'animation culturelle. On voit aussi que dans beaucoup de commerces, on peut peut-être aussi parfois prendre aussi un verre, voir une exposition. En clair, on apporte une qualité qu'on ne trouvera pas en périphérie, généralement, et qu'on ne trouvera encore moins dans un monde virtuel. Le problème, c'est de transformer tout ça économiquement. C'est-à-dire qu'animer, il faut aussi gagner sa vie. Alors comment on fait? Est-ce qu'il y a des partenariats publics-privés imaginés? Est-ce qu'il y a plus de flexibilité Naturellement, il faut trouver l'équilibre économique. Mais vous savez, c'est l'histoire de la poule et l'œuf. Quand vous créez l'animation et la qualité, ça fait venir des gens. Si vous retrouvez en moins bien ce que vous pouvez avoir sur la toile ou dans une zone commerciale, ça fera moins venir les gens. Donc, bien sûr, ils doivent se différencier. Tout en offrant, notamment je pense à des commerces alimentaires et aux petites surfaces du coin, bien sûr aussi, des tarifs et des produits accessibles à toutes les bourses. Il ne s'agit pas de faire non plus du centre-ville un endroit où il serait trop cher d'habiter. Donc il faut de tout. Il faut à la fois des magasins de proximité accessibles à toutes les catégories sociales et en même temps des magasins plus qualitatifs qui apportent une valeur ajoutée dans tous les domaines. Vous avez aussi beaucoup, quand on dit par exemple que dans le programme, on va restructurer 6000 cellules commerciales et donc il y a géré par l'Agence nationale de cohésion et de territoire. D'abord, la Banque des territoires va mettre entre 200 et 300 millions en co-investissement, donc comme investisseur, mais n'ayant pas les mêmes retours sur investissement, n'ayant pas les mêmes exigences de retour d'investissement qu'un entrepreneur, qu'une foncière privée pure et dure, si j'ose dire, classique. Et par ailleurs, un fonds d'État qui est géré en l'occurrence par l'Agence nationale de cohésion et territoire va venir compenser les déficits d'opération. Donc il y a déjà, via les villes et puis via ce dispositif État, Banque des territoires, un très gros dispositif d'intervention publique pour justement aider les commerces à se restructurer de manière foncière. Et puis vous avez dans beaucoup de villes, par exemple, des boutiques à l'essai ou des loyers modérés. C'est parfois les villes qui en prennent une partie en charge pour faciliter l'installation de nouveaux commerçants. Parce que c'est difficile pour un jeune entrepreneur, enfin jeune en sens de l'activité, qui dit de s'engager pour 3, 6 ou 9 ans. Je vais prendre un exemple qui m'a frappé. On est à la fois commerce et artisanat. Il y avait à Romans-sur-Isère, il y avait une rue qui était une ancienne rue commerçante, il n'y avait plus rien d'ouvert. C'était même devenu une rue très mal famée. Et la mairie, sous l'égide de la maire, a dit aux propriétaires de ces cellules qui étaient vacantes depuis des années, écoutez, moi je suis prêt à vous louer ces cellules commerciales, mais d'abord vous les rénovez. Et je vous les loue à un tarif sur lequel on se met d'accord pendant un certain temps. Et moi, mairie, ensuite, je vais installer, mais sur mes propres choix, des commerces ou des artisans qui vont apporter, je dirais, de qualité, qui vont apporter en tout cas une autre image de cette rue. Une boutique s'est ouverte de cette manière. Et puis,
Et la mairie a fait le choix que dans cette ville, c'était des artisans qui fabriquaient sur place parce qu'il y avait une très grande profondeur. Donc quand vous rentrez dans les shops, si j'ose dire, qui est grande, vous avez la partie exposition, puis juste à côté, vous voyez l'artisan, ou la femme artisan, qui est en train de produire lui-même quid et bijoux, quid telle ou telle production. Eh bien, après le propriétaire de la deuxième cellule qui était vacante depuis des années et des années, a dit OK à la mairie, et maintenant, toutes les cellules sont occupées. C'est la mairie qui les loue et qui les reloue ensuite à des tarifs, en tout cas dans les premières années favorables à l'installation, et si ça marche, après, l'artisan ou le commerçant le loue plein pot, entre guillemets, et se débrouille tout seul. Toute la rue maintenant est occupée, et comme cette rue devient maintenant fréquentée, on commence à rénover les appartements, les restaurants autour, etc., etc. Donc vous voyez bien que à partir, donc il y a plein d'autres dispositifs où, par exemple, pendant le confinement, les villes ont aidé les commerces locaux à faire du click and collect, éventuellement à faire un dépôt mutualisé avec l'ensemble, à créer des plateformes, je dirais, de présentation des commerces locaux, à faire de l'animation locale. Les marchés forains, les marchés de producteurs marchent très bien, les halles gourmandes. Mais quand vous avez un marché avec plus de producteurs qui viennent, et bien tout ça crée en plus une animation tout autour. Le nombre de halles et de marchés qui ont été dopés et qui se sont rénovés, qui ont été dopés, est considérable et ça marche. Ça veut dire que les gens, ils n'ont pas plus d'argent, mais en tout cas, ils ont de l'appétence à se retrouver et, le cas échéant, à privilégier aussi une démarche locale intelligente. Comment on définit un territoire aujourd'hui? C'est quoi un territoire? Alors vous savez, il y a un fameux rapport qui a été heureusement aussi vite enterré qu'il est sorti il y a quelques années, qui parlait que la France, il y avait des métropoles et des territoires interstitiels. Alors je pense que c'est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il y a des métropoles, mais qu'il y a effectivement des territoires, des bassins de vie. Mais moi je préfère la notion de territoire de projet. On pourrait dire territoire d'appartenance, territoire d'identité. Pourquoi nos villes moyennes, la plupart d'entre elles, en tout cas celles qui ont été choisies dans le programme, c'est parce qu'elles jouent un rôle de centralité pour l'ensemble de leur territoire. Donc c'est déjà une première définition. C'est là où il y a l'hôpital, c'est là où il y a le cinéma, c'est là où il y a le lycée, voire de l'enseignement supérieur, c'est là où il y a un théâtre, c'est là où il y a éventuellement un grand club sportif, etc., etc. Donc c'est d'abord le territoire du bassin de vie. Et puis il y a aussi le territoire ressenti, c'est-à-dire le territoire de projet. Mais quand vous êtes dans le Sud-Manche, vous n'êtes pas dans l'orbite de Cherbourg, chacun a son projet. Donc c'est d'abord un territoire de projet. Mais surtout, ce qu'il faut éviter, et ce qui est parfois un peu le travers séculaire dans notre pays, c'est de dessiner à la hache les territoires, d'en faire des sortes de carrés un peu artificiels et schématiques. Ce sont les habitants et les acteurs locaux qui construisent leur territoire. Quel est le rôle de la ville médiane par opposition à celui de la métropole et de la ruralité? En tout cas, pour la vie quotidienne, la ville médiane, elle apporte l'ensemble des services essentiels à toute sa population autour. Une métropole, c'est un peu différent. Elle est davantage sur des fonctions stratégiques. Donc, bien sûr, c'est là où il y aura les grandes universités, il y aura éventuellement des grands labos de recherche, etc., etc. Mais, donc, il y aura le CHU, le grand hôpital universitaire, qui irrigue, parce que c'est là où il y aura les grands spécialistes dans une région, par exemple. Donc, il y a ces fonctions supérieures. Mais les fonctions de proximité, les services essentiels à la population, le socle de services, c'est les villes médianes qui l'apportent. La petite ville, ce sera des services du quotidien, mais ce sera peut-être plus difficile pour elle d'apporter ce socle de services essentiels à la population dans la complétude du terme. Et donc je pense que c'est là où les villes médianes, effectivement, ce sont un peu des villes d'équilibre. Voilà. Mais elles agissent aussi en complément de la métropole, comme elles doivent aussi agir en relation avec l'ensemble des bourgs et des villages et des petites villes autour. Mais c'est ce socle de services essentiels qui, je pense, en font la singularité. La deuxième singularité, si je peux me permettre, c'est pas non plus, c'est un peu schématique ce que je dis, mais c'est quand même dans les grandes masses, c'est que ce sont aussi des villes industrielles.
ou qui étaient industriels et qui ont beaucoup souffert de la désindustrialisation, mais il reste un savoir-faire entrepreneurial qui est, à mon avis, la grande force de ces villes. Donc voilà. On parle aussi beaucoup de territoire intelligent. Qu'est-ce que c'est un territoire intelligent? Je me méfie un peu de cette expression, vous savez, alors vous le dites, vous avez l'amabilité de le dire en français, parce que souvent, pour faire pédant, on dit Smart City, alors personne ne sait vraiment trop ce que c'est, etc. En fin de compte, donc, il y a eu beaucoup de, je ne vais pas dire le tarte à la crème, mais il y a eu parfois un peu de... ça faisait très moderne, très intelligent, voilà, de parler de ville intelligente. Une ville intelligente, d'abord, on ne remplace pas la décision humaine et la vision humaine. Hein. Ce n'est pas les robots, ce n'est pas le numérique qui va dire ce qu'il faut faire dans telle ou telle ville. En revanche, c'est là où on a l'apport de nouveaux outils numériques, notamment, peut permettre de mieux gérer, de mieux concevoir, de mieux prévoir. On peut parler de gestion des crues, on peut parler de gestion de la circulation, on peut parler d'une meilleure communication avec les habitants, une plus grande réactivité des services, d'une meilleure consommation ou en tout cas production de l'éclairage public, etc., etc. Donc oui, on a aujourd'hui des outils qui à la fois peuvent favoriser dans la ville la gestion de la ville, y compris mettre tout ça en relation, en cohérence, puisqu'on sait très bien que l'éclairage public peut aussi vous apporter de Wi-Fi, enfin bref, que tous ces outils sont au service, en tout cas, du développement, des habitants de la ville et du développement. Et par ailleurs, c'est celle qui, en termes d'infrastructure, c'est pas vraiment la ville intelligente, mais on voit bien qu'aujourd'hui, si on veut développer un certain nombre d'activités, il faut avoir accès, bien sûr, au plus gros débit, au plus grand réseau et à toutes les nouvelles technologies. Mais je ne crois pas à une ville qui serait complètement automatisée, parce que c'est parfois un peu comme ça que c'était présenté en film moderne, vous êtes derrière quelques écrans, etc., puis vous pilotez tout. Non. Parce que un des grands enjeux, un des grands défis, c'est après, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations? Comment on les trie? Quelles sont celles qui sont vraiment utiles? Donc oui, c'est un outil de la décision, qu'il n'y a pas de décision, et ce sont des outils qui peuvent permettre de beaucoup mieux gérer et en réactivité et en cohérence un certain nombre de fonctions dans la ville et de faire en sorte que cette ville soit beaucoup plus performante. Si j'ai bien compris, le numérique, oui, pour mieux comprendre et mieux gérer sa ville, mais quid du numérique et des citoyens? On peut aussi mieux prévoir. Prenons par exemple la question des inondations, la question des risques naturels ou d'autres phénomènes. La connaissance exacte des fragilités, des réseaux, etc. peut faire en sorte que vous pouvez effectivement peut-être mieux prévenir ou mieux anticiper, y compris pour protéger, prendre des dispositions, etc. Et ça fait le lien d'ailleurs avec la communication avec la population. Il y a effectivement, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'applications où la commune, les citoyens peuvent recevoir des informations, peuvent éventuellement communiquer avec, dire tiens, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Donc ça peut être un instrument à la fois dans les deux sens, de mieux faire connaître aux habitants ce qui se passe, éventuellement les prévenir ou les informer en général et les prévenir en particulier en cas d'alerte, en cas de danger ou en cas au contraire d'une belle manifestation qui va arriver, et en même temps aux citoyens de mieux communiquer avec leurs édiles ou avec les responsables des services ou avec les entreprises, etc. Mais avec toujours, ça ne peut pas être... il y a un moment où chacun doit prendre ses responsabilités et que ça ne peut pas se substituer, à notre système démocratique, qui est très mauvais par définition, comme dit Churchill, mais c'est indépendamment de tous les autres. C'est-à-dire qu'il y a des élus, il y a des citoyens qui sont élus pour gérer la ville, après il y a les fonctionnaires qui sont là pour appliquer les décisions des élus. Et donc il ne faut pas que ça aboutisse à la confusion des genres et des responsabilités. En revanche, ça peut rendre les choses beaucoup plus fluides et beaucoup plus performantes. Le numérique, ça rassemble, on communique avec le numérique,
est-ce que ça divise pas aussi dans ces villes médianes où la démographie parfois est vieillissante? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont laissés pour compte par le numérique? Est-ce que ce n'est pas un des défis du numérique d'essayer d'embarquer tout le monde? L'illettrisme, comme on dit dans le domaine numérique, il est quand même assez prononcé. Il n'est pas d'ailleurs que l'apanage que des générations de nos grands aînés. On utilise quand même relativement facilement le numérique, mais enfin on remplit tous des formulaires et des procédures en ligne. Récemment, j'en ai rempli un en ligne. Sincèrement, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois avant de comprendre la question qu'on posait ou avant de comprendre que pourquoi le site buguait, parce que j'avais beau répondre, j'avais beau envoyer la bonne pièce. On m'a volé mon permis de conduire, j'ai fait une déclaration au commissariat. Bien sûr, ça me coûte de l'argent de le refaire. Je fais tout ça en ligne et ça a été refusé la première fois parce qu'ils pensaient que la déclaration que m'avait signée l'agent de police qui avait pris mon dépôt de plainte en ligne n'était pas bon. Donc j'ai dû prouver que j'étais allé au commissariat. Enfin, vous voyez, non mais j'ai la chance de pouvoir me dépatouiller avec certaines procédures, mais je me mets à la place de nos concitoyens. C'est infernal. D'où le fait qu'il faut numériser, oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a aussi des médiateurs, des personnes qui accompagnent pour pouvoir, comme c'est un peu le but, l'objet des maisons de France Service qui se déploient un peu dans chaque canton. C'est aussi un autre programme prioritaire de l'Agence nationale de cohésion et territoire où, dans chaque canton, de manière fixe ou mobile, vous pouvez aller dans cette maison des services publics et vous avez quelqu'un qui vous aide à faire les procédures. Alors, je ne vous parle pas des caisses de retraite, je ne vous parle pas d'un certain nombre de dispositifs. Oui, beaucoup de nos concitoyens sont perdus parce que souvent, alors ça s'améliore, hein, mais je parle en général, même dans la sphère privée des entreprises, hein, parfois quand vous voulez chercher donc c'est pas public ou particulièrement public, c'est public et privé, où on ne se met jamais à la place de l'utilisateur. C'est-à-dire que vous êtes là pour vous adapter à ce que souhaite, comme s'il y avait une sorte de hiérarchie, que vous étiez un subordonné par rapport au site. Maintenant, le site, il doit être à notre service. Est-ce que c'est un écosystème qui est propice à l'innovation, la ville médiane? Assurément. D'abord parce qu'effectivement, il est probablement plus facile de rencontrer rapidement les décideurs, que ce soit les élus ou les acteurs économiques, etc., etc. Je ne dis pas que tout est open bar, mais en tout cas, je pense qu'il y a plus de facilité à partir du moment où il y a un écosystème de la ville qui soit un peu ouvert. Deuxièmement, je vais prendre un exemple. Savez-vous que c'est dans les villes moyennes qu'on teste les véhicules autonomes? Ben c'est sûr que sur les Champs-Élysées, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on ne va pas fermer les Champs-Élysées en permanence pour tester les véhicules. À Boulogne-sur-Mer ou à Autun ou dans d'autres villes, il y a eu des tests de véhicules autonomes, je crois que ça continue toujours à Boulogne-sur-Mer, et qui sont des tests très importants, puisque ça permet de calibrer les expérimentations, ensuite éventuellement de développer. Savez-vous par exemple que c'est à Senlis qu'a été créé et s'est développé un laboratoire de recherche très performant sur le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est comment la nature peut nous apprendre à notre propre organisation, notre propre réflexion, notre propre production dans un certain nombre de domaines. Donc oui, c'est peut-être entre à la fois l'esprit entrepreneurial et puis un écosystème plus proche, c'est probablement plus facile. Mais il y a encore des domaines où on pourrait, à mon avis, il y a beaucoup de domaines où on pourrait être un peu plus innovant. Il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est le domaine du logement. Moi, je suis sidéré, mais ça, c'est une conception un peu personnelle. J'ai aussi un peu beaucoup voyagé dans ma carrière professionnelle ou dans ma vie privée, dans le domaine du logement. Le conformisme du produit qu'on propose. C'est-à-dire qu'on a soit une cage à poules en ville, soit on a un pavillon rectiligne à 20 km. Comme si on ne pouvait proposer que l'un ou l'autre. Mais aujourd'hui, non, en ville, prenons la ville, il faut proposer autre chose. Aujourd'hui, si vous continuez à construire des cages à poules, ce n'est pas là où les gens ont envie d'habiter, que vous soyez dans la grande ville ou dans une ville plus petite. Il y a peut-être aussi des conceptions architecturales où vous pouvez à la fois mieux concilier d'être complètement chez soi, mais en même temps peut-être mutualiser des espaces.
Ça existe beaucoup en Allemagne, dans les pays nordiques. Alors, on me dit en France, ça ne marcherait pas, mais moi, j'en suis pas du tout convaincu, etc. Et puis, et puis aussi l'accès à des terrasses, des jardins partagés, des balcons, un espace public un peu revisité. Donc, je trouve que dans les vous savez, tout est très catalogué. Vous devez faire comme ci, comme ça. Il y a un zonage pour vous dire si vous êtes dans une ville où on manque de logements ou pas. Mais vous savez, dans nos villes moyennes, on manque beaucoup de logements. Ce ne sont pas des zones détendues. On manque beaucoup de logements de qualité, soit rénovés, soit construits. Parce qu'aujourd'hui, il y a une très grande demande. Et interrogez les maires, ils vous diront, mais nous, on pourrait avoir plus d'habitants, on est prêt à en accueillir. Ce n'est pas le cas dans certaines villes grandes. On est prêt à en accueillir des nouveaux. Mais on n'a pas assez de biens à offrir à un couple, à des foyers, à des employés, à des cadres, etc., etc. Donc, inventons des nouveaux modèles de logement. Et puis, je dirais, il faut aussi développer des nouveaux modèles de propriété. Même dans nos villes moyennes, le logement est considéré comme très cher. Alors, quand on doit se loger en région parisienne, c'est vrai que les tarifs font rêver. Il y a une enquête, parce on est partenaire de différentes enquêtes d'opinion avec l'IFOP ou le CSA, avec des suréchantillons dans les villes moyennes du programme ou hors programme pour faire des comparaisons. Et on a posé la question aux habitants de l'agglomération de la ville moyenne, donc dans un certain nombre d'agglomérations en France, en disant est-ce que vous souhaiteriez habiter en centre-ville ou pas de votre ville principale? Oui, pourquoi? Et non, quand ils répondaient non, mais pourquoi? Première réponse. Le prix du logement. Quand on dit que le prix médian est à 1 380 € le mètre carré, ça veut dire que sur les 234 villes, la moitié sont en dessous. Vous avez même des villes où c'est 600 ou 800 €. Là, souvent des appartements qui nécessitent un peu de rafraîchissement, comme disent des agences immobilières. Non mais, c'est pour vous dire que même pour beaucoup de nos compatriotes, la question du pouvoir d'achat, la question du coût du logement, il est même prégnant. Il sera moins prégnant par un cadre supérieur parisien, mais il est prégnant pour les habitants de nos territoires. Et donc, vous savez qu'il s'est développé beaucoup, par exemple, de ce qu'on appelle le foncier solidaire pour le logement social. Vous avez à la fois, vous séparez le foncier de l'habitat pour justement avoir d'autres modèles économiques. Mais on pourrait très bien imaginer ça pour le privé, c'est-à-dire qu'on facilite l'accession à la propriété ou le parcours résidentiel, en séparant, en fin de compte, vous achèteriez l'habitat, mais pas le foncier. Mais on pourrait très bien le tester dans nos villes moyennes. Bon, on nous dit que ça ne marcherait pas en France parce qu'on veut la propriété pure et dure. Mais je pense que la jeune génération, elle veut surtout acheter un droit d'usage. Elle n'a pas envie de s'endetter toute sa vie à rembourser un appartement dont le coût deviendrait de plus en plus exponentiel, ou une maison. Donc, vous voyez, quand on parle d'innovation, donc moi, à chaque fois, je rencontre des investisseurs, des promoteurs qui ont les moyens d'inventer. Je leur dis, mais faites aux élus des propositions pour à la fois avoir des logements qui correspondent davantage aux aspirations contemporaines, y compris de manière très innovante, soit dans l'architecture, soit dans la manière dont on organise la ville, la maison de ville ou l'appartement maison, etc. Parce que le foncier devient de plus en plus, bien sûr, rare. Et deuxièmement, peut-être que dans la structure économique de la propriété, on pourrait faire en sorte que ça devienne beaucoup moins cher pour l'ensemble de nos concitoyens. Voilà, je donne quelques pistes, mais je pense que ce serait plus facile de le tester dans nos villes moyennes, et si ça marche, effectivement, de le généraliser ensuite. Autour de quel type d'activité va se structurer le développement économique des villes médianes dans les 20 ans à venir? Il n'y a pas de modèle de réponse unique. Vous avez d'abord un socle de villes industrielles. Bon. Celles-ci entendent soit dans leurs industries, je parlais de Figeac tout à l'heure avec l'aéronautique, ou Flair avec semi-conducteurs, etc., etc. On a déjà ces territoires qui soit sur le type d'industrie qu'ils avaient, ou soit qui peuvent bien sûr les conforter, ou soit en accueillir d'autres types d'industries, puisqu'ils ont les terrains, le savoir-faire, etc. Parce que vous savez, pour l'industrie, il faut aussi des espaces, des terrains. Avec le programme Territoire d'industrie qui concerne beaucoup de nos villes moyennes, c'est un grand enjeu d'attractivité. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, une entreprise sait qu'il peut s'installer là, il trouvera tous les services dont il a besoin autour.
y compris les autorisations, enfin, parce que parfois aussi, bien sûr, il peut y avoir des nuisances qu'il faut traiter, etc., etc. Et puis, on est face à un... Il y a beaucoup d'études actuellement, mais je pense qu'on en est un peu au tout début. Le télétravail est un épiphénomène, non pas que conjoncturel, mais il est peut-être annonciateur de nouvelles formes d'organisation du travail, dont le télétravail est une des illustrations. On voit d'ailleurs dans beaucoup d'enquêtes d'opinion et dans beaucoup de situations locales que les gens souhaiteraient travailler plus proche de chez eux, mais pas chez eux. D'où, par exemple, le développement de tiers-lieux, de manufactures de production, de coopératives, de mutualisation, où vous pouvez trouver à proximité une sorte de plateforme de service, voire y compris d'être partie prenante d'un projet industriel ou manufacturier, proche de chez vous, mais l'idée que on va mettre tout le monde à travailler, indépendamment de ceux dont la présence physique est indispensable, ce qui est un autre sujet aussi de fracture sociale dans beaucoup de nos sociétés, mais indépendamment bien sûr de ceux dont la présence physique est indispensable, l'idée que tout le monde travaillerait chez soi, à mon avis, est une vue de l'esprit. Donc on est probablement devant, en plus, une économie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est mondialisée, qu'on est connecté au monde entier. On peut faire de la 3D ou plus depuis chez soi ou depuis un tiers-lieu ou une coopérative locale qui vous donnerait tous les équipements nécessaires. On peut faire de la télémédecine, etc., etc. Donc tous ces outils vont bien sûr modifier l'approche territoriale des implantations économiques. Mais malgré tout, en résumé, je pense qu'on est au début d'un phénomène qui va très vite, mais dont on n'a peut-être pas encore perçu toutes les conséquences. Mais c'est là où nos villes médianes peuvent tirer leur épingle du jeu, est très intéressante. Attractivité résidentielle, elle existe, mais tout ce que font les villes aujourd'hui vise justement à conforter cette attractivité résidentielle qui attire l'attractivité économique, et c'est plus l'inverse, qui attire l'attractivité économique, et qu'avec ces formes beaucoup plus souples d'organisation du travail, télétravail, tiers-lieu, manufacture, coopérative, outils numériques attirent l'arigot, leur souplesse et leur inventivité, y compris en termes de réseau, l'accès à la formation, l'accès aux données, l'accès aux data, peuvent faire en sorte qu'on crée de la valeur, beaucoup plus de valeur, à la fois avec un socle industriel, un socle manufacturier et le développement de nouvelles formes d'activité, dont le télétravail est une des manifestations, mais qui n'est qu'une manifestation. Donc oui, je pense que nos villes médianes, et avec peut-être, ce qui n'est pas assez le cas aujourd'hui, et nous on va essayer dans le cadre de la prolongation du programme éventuellement de prendre des initiatives pour le favoriser si elles le souhaitent, peut-être qu'un travail un peu plus fin en réseau entre des villes qui auraient proches, mais qui auraient des villes moyennes, qui auraient, je dirais, je parlais tout à l'heure d'un pôle numérique autour d'Avignon et de plusieurs villes moyennes et petites du Vaucluse ou du Gard, etc., pourraient faire des sortes, alors je n'aime pas du tout le terme anglais de cluster, mais de foyers de développement, de centres de développement, combinant à la fois la recherche et la manufacture. Mais à condition peut-être que souvent la ville à taille médiane n'a pas toujours la taille suffisante. Il ne s'agit pas de s'opposer à des grands centres, mais qu'en mutualisant et en se coordonnant entre quelques entités économiques proches, dans ce cas-là, vous faites quelque chose de très puissant. Vous savez, c'est ce qui se passe en Italie du Nord, hein, dans beaucoup de villes. Vous savez, vous avez des industries improbables dans des petites et moyennes villes, parce qu'il y a tout un écosystème en réseau. Donc je pense que c'est peut-être le nouveau défi pour nos villes moyennes en termes de développement, c'est de profiter de cette nouvelle donne économique aujourd'hui pour construire leur propre réseau. On réinvente ce qu'on a fait dans le passé. Hein. On était à côté de la ressource, parce qu'il y avait du bois ou il y avait de l'eau dans telle ville ou telle ressource. On s'est installé autour de la ressource et puis petit à petit on a créé des pôles de compétences. Enfin, on n'appelait pas ça à l'époque comme ça, mais c'est comme ça. Vous avez raison, mais aujourd'hui on ne s'installe pas après la ressource, on la crée. Ouais. C'est ça qui est intéressant.
Quels seront les opérateurs de la ville de demain? Quels seront-ils? Et puis il y a les opérateurs structurants et les opérateurs déstructurants qui échappent au contrôle. Alors il y a des Waze, il y a des Pay by Phone, il y a des Uber Eats, des Airbnb, il y en aura d'autres demain. Et tout ça, ça crée, ça a des influences sur la ville. Waze avec le trafic a des influences sur la ville. Il y a des opérateurs qui travaillent avec les villes, il y a des opérateurs qui perturbent l'équilibre des villes. Quels vont être les nouveaux équilibres demain et les nouveaux opérateurs qui vont compter? Je trouve que cette phosphorescence, un peu d'initiative aux qualités variables, sont en tout cas très intéressantes. Parce qu'elles ont créé des données, elles ont créé de la valeur, elles ont créé des nouvelles fonctionnalités. Prenez le cas que quand on peut éviter un bouchon, c'est quand même mieux que d'aller empuanter la ville en faisant la queue avec sa voiture dans un bouchon encalaminé en ville. Donc il y a effectivement, je crois que cette marge, cette capacité d'inventivité et d'initiative, elle est très intéressante. Je pense qu'il ne faut pas la brider. Mais en revanche, si nos centres-villes deviennent un Far West, toute vie en société nécessite un minimum de régulation. Bon. Je suis désolé, mais si la ville, le centre-ville deviennent, il faut enjamber les trottinettes sur les trottoirs, il faut enjamber les emballages laissés par la livraison, par des plateformes d'Uber, et puis il faut avoir que des gens avec des boulots précaires qui habitent à 100 km parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Je ne suis pas sûr que c'est le modèle de ville dont on rêve. En tout cas, ce n'est pas là-dessus qu'on investit. Donc voilà, il faut, à mon avis, trouver un meilleur équilibre. On voit dans chacune des villes des applications très intéressantes qui ont été développées, mais elles sont au service de la ville, au service des habitants, etc. En revanche, quand c'est des grands plateformes, des grands machins qui viennent un petit peu mettre à sac les forces vives du territoire et ne prendre aucune part à son développement, à son attractivité, à la vie sociale de cette ville, je pense que là, ça mérite un peu plus de régulation. Donc moi, j'ai aucun état d'âme à titre personnel de dire qu'il faudrait mieux réglementer et que, en construisant une certaine équité, prenons le commerce, mais il n'y a pas que le commerce, en construisant une meilleure équité fiscale, on oblige bien le commerçant de centre-ville à payer son enlèvement des ordures ménagères. On oblige bien sûr, les magasins physiques en périphérie à payer aussi leur contribution pour enlèvement de leurs ordures et bien sûr des services que doivent leur apporter la ville. Eh bien, il faut le faire pour tout le monde. Sinon, mais en tout cas, l'idée que notre centre-ville, ce soit un foutoir et une ubérisation, là, ce serait l'échec de notre société. Qui va payer la ville de demain? Quelle fiscalité et quel périmètre? Il n'y a pas de réponse unique. D'abord, la fiscalité locale, comme vous le savez, a connu de très grandes transformations récemment, avec la suppression de la taxe d'habitation pour la résidence principale. On a aussi donc une taxe foncière sur les propriétaires. On revient aussi au débat sur le coût du logement, etc., qui est quand même de plus en plus élevé du fait des besoins financiers des villes et des agglomérations. Donc ça peut aussi peser, les impôts locaux, notamment fonciers, sont importants. On a un grand enjeu pour notre pays. Vous voyez bien d'ailleurs dans le débat pour les présidentielles, et on l'aura aussi pour les législatives, sur la place des impôts de production, et notamment sa nécessaire réduction si on veut réimplanter les activités, notamment manufacturières dans notre pays, et c'est un impératif absolu. Mais les impôts de production, ils sont quasiment touchés par les collectivités locales. Donc vous voyez bien qu'il n'y a plus de rapport entre l'habitant en termes de taxes d'habitation et la commune ou l'agglomération. Il y a une concentration de la position foncière qui peut, en tout cas, qui devient la seule ressource, je dirais, individualisée sur laquelle peuvent peser l'impôt communal et intercommunal. Et puis les impôts de production, qui est aussi une grosse recette, une partie de ces impôts va aux collectivités locales, mais on sait que plus si vous les augmentez, ce n'est pas très attractif pour le développement de notre activité économique locale et nationale.
Donc vous voyez bien qu'il y a aujourd'hui un grand débat qu'il faudra un jour trancher sur est-ce que l'autonomie des collectivités locales nécessite une autonomie fiscale ou pas. Dans d'autres pays très décentralisés, prenons les Länder en Allemagne, il y a une part de transfert d'impôts nationaux. Les régions ont déjà une part, par exemple, sur l'essence, etc. Donc est-ce que, quand vous posez la question, quelles seront les ressources et sur quel périmètre, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le périmètre, en tout cas, la base territoriale sur laquelle les collectivités pourraient asseoir leurs recettes, s'est rétrécie avec la taxe d'habitation. Et ça, c'est bien sûr, ça a été quelque chose qui a été plébiscité par tout à chacun, parce que la taxe d'habitation, dans certains endroits, était effectivement très très lourde et pouvait même être supérieure à l'impôt sur le revenu, pour beaucoup de foyers fiscaux. Elle était aussi très inégalitaire, beaucoup de trous, enfin bref, donc elle est supprimée et personne, je pense, n'y reviendra. Et puis les impôts de production qui sont trop lourds en France. Donc il va falloir trouver d'autres types de recettes, mais la quadrature du cercle, c'est comment trouver un lien avec le territoire sans amoindrir l'attractivité de ce territoire. Et donc d'autres pays ont fait le choix de déconnecter les recettes locales de la réalité, en tout cas d'une autonomie fiscale. C'est peut-être une voie on est un peu entre les deux aujourd'hui en France, mais je pense que c'est une vraie réflexion politique au sens noble du terme que les élus, que les collectivités locales et l'État devront avoir dans les prochaines années. Les villes médianes et l'international, est-ce que c'est une carte à jouer pour les villes médianes, l'international Est-ce qu'elles n'ont pas leur place là-dedans? Est-ce qu'elles elles se projettent pas dans l'international? Il y a déjà beaucoup de relations. Alors, il y a les relations un peu anciennes que certains pourraient trouver folkloriques, mais ça ne l'est pas du tout. Des jumelages, des relations privilégiées avec telle ou telle ville. Vous avez beaucoup de relations qui sont souvent, alors parfois un peu complexes, mais dont l'importance est peut-être un peu sous-évaluée, qui est tout le transfrontalier. Le nombre de villes médianes, le nombre en transfrontalier, ils ont déjà énormément de relations. Prenez par exemple les villes de Meurthe-et-Moselle et de Moselle avec le Luxembourg ou l'Allemagne, avec aussi des sujets difficiles. Par exemple, le Luxembourg a une très forte attractivité salariale, fait augmenter aussi le prix du foncier, etc. Enfin bref, donc les relations transfrontalières, surtout s'il y a des distorsions de niveau de vie, regardez ce qui se passe entre la France et la Suisse. Donc on a des villes frontalières qui à la fois bénéficient de l'intensité des échanges et qui bien sûr créent de la valeur, mais peuvent avoir par exemple des effets un peu pervers sur le prix des logements, etc., etc. Je prenais un exemple aussi que des élus de villes médianes proches de la frontière du Luxembourg me disaient qu'avant, en clair, on allait travailler au Luxembourg, mais les gens faisaient leurs courses en France, parce que c'était moins cher, etc. Mais aujourd'hui, par exemple, les Luxembourgeois créent des grandes zones commerciales périphériques chez eux, et donc sont en train même de perturber, je dirais, l'équilibre qui s'était fait. Donc, il y a des relations institutionnelles, mais il y a aussi des relations économiques constructives, mais il peut y avoir aussi parfois des sujets de comment on fait... je dirais, converger parfois des économies, des écosystèmes qui peuvent un peu, de temps en temps, diverger. Le but, par exemple, dans ces villes, ce n'est pas forcément de faire en sorte que les salariés puissent plus se loger. Donc voilà. Donc, vous parlez de relations internationales, je l'ai pris par l'angle transfrontalier. Il y a bien sûr des enjeux européens très forts. Donc souvent, on parle bien sûr de l'État, des régions, parce qu'ils sont aux côtés de l'État les gestionnaires des fonds européens, notamment des fonds structurels. Mais nous, on pense que l'enjeu commun, non seulement aux villes médianes françaises, mais aux villes médianes d'Europe, c'est par exemple la question des centres-villes. Et que l'Union européenne change son regard sur ce sujet. Et donc d'ailleurs, nous sommes partenaires des Assises européennes du centre-ville qui vont se tenir fin juin au Parlement à Strasbourg, organisées par l'association Centre-ville en mouvement, mais avec le soutien de la présidence française de l'Union européenne et du ministère de la Cohésion des Territoires, où
des maires et des élus de tous les pays européens, on va parler des centres-villes. Et nous, on souhaiterait, par exemple, que les programmes de fonds structurels européens viennent consolider les opérations de revitalisation des centres-villes, en France comme ailleurs, puisque c'est un sujet de cohésion, c'est un sujet d'inclusion, et c'est un sujet aussi de dynamisme local, où l'Europe ne doit pas être uniquement une Europe du libre-échange. Et l'Europe a d'ailleurs modifié sa position, par exemple, sur le commerce. Pendant des années, elle était très hostile à tout ce qui pouvait réglementer les implantations commerciales, en disant la liberté du commerce, la liberté d'entreprendre sont des principes fondateurs de l'Union européenne. Tout à fait d'accord. Mais quand ça détruit des villes et des centres-villes, ou ça détruit des territoires entiers, eh bien, d'autres directions aujourd'hui de l'Union, des services de la Commission, notamment écologie ou d'autres, mais se disent, mais oui, mais tout ça crée aussi des effets très négatifs qu'il faut aussi prendre en compte. Et donc on a aujourd'hui une approche beaucoup plus équilibrée des politiques européennes qui, tout en revendiquant à juste titre qu'il ne faut pas attenter, ou du moins possible, à la liberté d'entreprendre et d'installation, reconnaît de plus en plus aujourd'hui qu'il y a aussi, je ne veux pas dire des réparations, mais que la protection des territoires, la protection des centres-villes est aussi un enjeu pour l'Union européenne. Et donc, c'est tout l'enjeu d'ailleurs des assises européennes qui vont se tenir donc, sous l'imprimature de la présidence française de l'Union européenne, donc fin juin, à Strasbourg, c'est qu'on ait une sorte un peu de plaidoyer auprès des instances européennes, Conseil comme Commission, que nos villes, sur l'aspect des centres-villes, doivent être plus prises en compte par les politiques de l'Union européenne. Donc ça, c'est un enjeu fondamental. Parce que votre constat, c'est que toutes les villes médianes européennes, voire même toutes les villes médianes des pays développés, rencontrent les mêmes problèmes aujourd'hui ? Globalement. Alors, ça peut, mais vous savez, si vous voyez dans les pays européens, vous allez dans les villes moyennes, il y a parfois beaucoup de similitudes avec ce qu'on peut connaître dans un certain nombre de villes. Alors après, il peut y avoir, les densités peuvent être différentes, la répartition, mais nous, on a la chance en France d'avoir un maillage urbain unique en Europe. Le nombre de villes de taille médiane, de taille moyenne, est incomparable par rapport aux autres villes, qui sont souvent d'ailleurs très concentrées dans des grandes villes, et après, c'est des toutes petites villes. La France, elle a tout. Elle a beaucoup d'atouts, elle a tout. Donc, et quand on dit que c'est parfois un handicap, non, c'est une chance pour notre pays d'avoir ce réseau des petites, moyennes et moyennes grandes villes qui, je dirais, irriguent l'ensemble du territoire. La France n'est pas un territoire. Vous savez, j'ai vécu en Australie. En Australie, c'est le pays le plus vaste, mais le plus vide, parce que la population est concentrée dans des très grandes villes de taille internationale, et le reste de l'Australie est vide ou quasiment vide. Mais la France, c'est pas du tout la même chose. La France, elle est peuplée partout. Et c'est ça qui fait, je pense, l'originalité et la force, l'identité, mais la force de notre pays, c'est ce maillage territorial. S'il y avait une piste à explorer d'urgence pour les villes médianes, ce serait quoi ? Il y en a plusieurs. Moi, je crois... Non, j'en dire deux quand même. La première, je pense qu'il faut qu'on mette le paquet sur enseignement supérieur formation. Parce que c'est là où on peut consolider cet écosystème entrepreneurial et où nos étudiants auront des meilleures conditions. Il ne s'agit pas de mettre 300 universités partout, il s'agit simplement qu'on ait un meilleur maillage et qu'on utilise toute la force des territoires là-dessus. Donc ça, je pense que c'est une des priorités. Et puis une deuxième, c'est ce qu'on appelle la nature en ville. Alors la nature en ville, c'est pas faire un petit espace vert et puis s'en va. C'est-à-dire qu'on change complètement notre conception de l'aménagement urbain, mais que la nature soit considérée comme une infrastructure à part entière. Non pas comme la conséquence ou comme quelque chose qui doit compenser. Je vais prendre un exemple. Quand vous désimperméabilisez beaucoup, et que la nature joue un rôle de recyclage, par exemple des eaux usées, ou un minimum des eaux pluviales, ça change complètement vos besoins en réseau d'assainissement, etc., etc. Et puis, bien sûr, ça peut rendre des services écologiques, écosystémiques, etc. Donc, c'est de faire en sorte que quand vous pensez votre ville,
quand vous pensez l'aménagement de votre ville, bien sûr, vous pensez parc, îlot de fraîcheur, etc., agrément, espace vert, mais vous devez penser que la nature peut vous apporter énormément à partir du moment où elle est un peu au centre du jeu. Pour paraphraser ce qu'avait dit Alphonse Salaire, rappelez-vous, il disait qu'il faut installer les villes à la campagne. C'était très juste, sauf qu'il s'était trompé dans le sens de la phrase. Il faut réinstaller la campagne dans la ville et que la nature joue un rôle, je dirais, écosystémique qui change la nature de notre aménagement urbain. Et je pense que nos villes moyennes, mais encore une fois, toutes les villes, ce n'est pas l'apanage des villes médianes, mais nos villes médianes pourraient être un peu l'avant-garde des expérimentations de son domaine. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, il y a quelques villes qui ont commencé, et je pense qu'on a un boulevard devant nous pour changer complètement notre approche. Denis Thuriot, le créateur du Civim, dit qu'une des aspirations profondes des gens dans les villes médianes, c'est d'être reconnu et que d'être considéré comme une sous-France crée de la souffrance chez eux. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais le sentiment qu'il exprime et qui a été très profond, je pense, est en train de changer. Aujourd'hui, vous savez, là, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais les villes moyennes sont un peu plus tendance. Et quand je dis ça, c'est non pas que tout est réglé, qu'on a encore des centaines de milliers de logements à rénover, on en a fait près de 70 000 déjà au titre du programme, qu'il y a encore de la vacance commerciale, qu'il y a encore des espaces complètement désindustrialisés, etc. Donc oui, il y a encore beaucoup de plaies, mais qui n'en a pas, même dans les grandes villes, il y en a aussi. Mais je pense qu'on est en train de changer de regard. Vous savez, quand le programme a été lancé, effectivement en 2018, j'ai été invité à participer à beaucoup de colloques académiques pour présenter le truc et j'étais accueilli avec une certaine condescendance. Je le dis en un seul mot, mais on pourrait... Bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les villes moyennes n'ont aucun avenir. Il y a 4 ans, enfin, même moins de 4 ans. Vous savez, vraiment, mais ces villes n'ont aucun avenir, personne ne veut habiter là, etc. Enfin, c'était des milieux très parisiens, mais quand même qui avaient pignon sur rue dans un certain nombre de milieux académiques. Et donc, effectivement, ça contribuait à rendre invisibles ces territoires pourtant pleins de talent. Alors, heureusement, ils n'attendaient pas qu'on les reconnaisse pour agir. La preuve, c'est que ça ne s'est pas créé du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, il y a une reconnaissance. On a mis les projecteurs, et notamment ces villes médianes. On a dit, ce n'est pas des villes qui vont mal, c'est des villes dans lesquelles l'État et ses partenaires ont décidé d'investir sur le long terme parce qu'ils croient que leur développement, non seulement est possible, mais il est indispensable à la cohésion du pays. Et donc, on a changé complètement de paradigme en quelques années. C'est considérable. Encore une fois, mon discours n'est pas de dire que tout est réglé, loin de là. La preuve, c'est qu'il y a encore énormément de choses à faire. Mais s'il y avait peut-être, si on faisait un premier bilan, bien sûr, je peux vous dire qu'on a engagé 3,8 milliards, qu'on a rénové 65 000 logements, qu'on a restructuré déjà plusieurs centaines de cellules commerciales, qu'on a recréé ou rebâti des espaces publics, des halles, des conservatoires, bref, qu'on a remis des cinémas en centre-ville. Mais je pense que le premier gain de ces quelques années, mais grâce aux élus et aux acteurs locaux, et nous on essaie bien sûr d'apporter notre contribution, c'est d'avoir donné envie sur ces villes. Et là, vous savez, l'aspect, on parlait beaucoup au début de notre entretien, de l'identité, de l'affect, l'aspect immatériel est très important. Quand aujourd'hui des grands promoteurs me disent qu'ils regardent mes villes, enfin quand je dis mes villes, parce que on a une affection pour l'ensemble de ces villes dans lesquelles on voudrait faire beaucoup plus. On voudrait apporter le maximum. Mais quand ils disent, mais vous savez, mais maintenant je regarde vos villes. Ben ça me fait plaisir. Puis ça nous fait tous plaisir à notre équipe. Et puis je pense aux élus concernés, parce qu'ils se disent, mais si l'État, si les partenaires financiers, si la presse, tout ça s'y intéresse, c'est que moi je dois m'y intéresser. Et là, on aura gagné. Parce que comme je disais tout à l'heure, les 5 milliards qu'on va mettre, et toutes les autres mesures, donc c'est beaucoup plus finalement. Mais au-delà du fric, c'est qu'on crée un effet de levier, on crée un écosystème, on crée une envie d'entreprendre.
Et quand vous avez aussi un acteur du coin qui dit « mais moi, quelque argent que j'ai, je vais l'investir dans ma ville, je vais acheter un petit appart pour le rénover, je vais acheter un fonds de commerce pour le louer », ben, ça veut dire que de nouveau, il croit dans sa ville. Donc vous savez, je pense que la psychologie individuelle et collective, elle est très importante. En clair, donc Action Cœur de Ville, c'est finalement un moteur pour à nouveau croire dans ces villes, non pas croire de manière artificielle, mais parce qu'on est en train de construire sur de solides les bases d'un développement beaucoup plus durable. Action Cœur de Ville, comment vous le définissez? C'est un moteur, moi je dirais peut-être c'est un starter, c'est un catalyseur, parce que c'est pas vraiment le moteur après c'est les autres, non? C'est quoi? C'est un entrepreneur. C'est une politique qui veut entreprendre, qui parie sur le développement des villes moyennes et qui entreprend toutes les initiatives qu'il est possible de prendre pour les accompagner dans leur stratégie. Donc je crois beaucoup à cet esprit d'entrepreneuriat. Donc c'est une politique publique partenariale et entrepreneuriale au service des collectivités et de leurs habitants. Je pense que c'est entrepreneur, mais c'est peut-être cette expression-là que je préférerais. Le mot de la fin, vous, dans quel type de ville vous avez envie d'habiter demain? Alors, je vais vous répondre par une autre anecdote. Est-ce que vous savez les plus beaux matchs de rugby? Parce que je suis passionné de rugby, par exemple. Vous savez quels sont les plus beaux matchs de rugby que j'ai en mémoire? C'est ceux que j'ai écoutés à la radio. Parce que vous imaginiez. Vous vous rappelez Roger Coudert, ou enfin, si vous aimiez le rugby, et que donc j'étais petit, dans ma chambre, j'écoutais, parce qu'il n'y avait pas la télé, ou c'était pas retransmis, ou vous n'avez pas encore la télé, donc j'écoutais la radio, et j'imaginais ce que faisait l'équipe de France, ou les joueurs de l'équipe de France, dans les fameux tournois des 5 nations à l'époque. Donc la ville où on a envie d'habiter, c'est celle dont on rêve un peu et qu'on imagine. Donc j'aurais envie, je ne vais pas vous faire une réponse de Normand que je suis, mais je pense que quand on est amoureux de notre pays, dans n'importe quelle ville, on pourrait s'y plaire, parce qu'ils ont toutes des atouts. Et puisque je suis né au bord de la mer, dans le Nord Cotentin, c'est vrai que c'est plutôt des villes de la côte ouest, et en tout cas de la côte ouest du Cotentin. Pourquoi? Parce que d'abord c'est mon territoire d'origine, et là où je me sens bien, il n'y a pas de feu rouge, et puis, ce qui change un peu. Et puis, bon, bien sûr, c'est un humus particulier, mais c'est surtout la lumière. Je suis un homme qui est né côte ouest face aux îles anglo-normandes, et c'est pour ça qu'au tout début, je vous ai parlé de la lumière. Et dans toutes les villes, il y a une lumière particulière. Mais je suis très sensible à la lumière. Lumière du jour, la lumière du lever de soleil ou du coucher de soleil, et qui vous incite à dépasser votre horizon quand vous voyez le coucher de soleil. Et donc c'est vrai que si j'avais un jour le choix d'habiter quelque part, ce serait en tout cas dans une ville, pas forcément côtière, mais dans une ville où je pourrais en tout cas me rendre près du rivage et retrouver la lumière de mon enfance.